Arthur, journaliste stagiaire, 27 ans, m'apprête à rencontrer des doctorants. Personnes qui vont changer ma vie. Cet après-midi, rentrant chez moi, je me suis dit « Allez hop, un bol de cacao et vite au lit ». Quand je reçois l'appel du devoir, une interview de dernière minute. Ma journée était loin d'être finie. Je prends d'ailleurs note de raconter à Albert à quel point les doctorants m'avaient jusque-là épargné la rencontre dans une faculté, lieu de mes incessants échecs. Mais me voilà à Paris 7, Diderot, à la recherche de l'amphithéâtre mystère où j'ai rendez-vous. Je m'appelle Mathieu Génois, j'ai 26 ans. Ça fait 4 ans que je suis sur Paris, avant j'étais à Angers. Et je suis en thèse donc ici depuis 3 ans. Sur quoi portent tes recherches, Mathieu ? Mes recherches portent sur la compréhension et l'étude des mécanismes d'un champ de Barkhane, donc un champ de dunes. Donc l'idée, c'est d'utiliser des outils que nous, on a l'habitude d'utiliser, donc des outils de théorie notamment, pour essayer de comprendre ce qui se passe et comment une assemblée d'objets peut se comporter différemment de la simple juxtaposition des comportements de chaque objet en fait. Et alors quand le vent arrive au niveau de la dune, il y a deux chemins. S'il passe au milieu, il grimpe le haut de la dune, et une fois passé la crête de la dune, il y a un tourbillon qui se forme, ce qu'on appelle une bulle de recirculation, qui piège le vent ici. Et si par contre le vent passe sur les côtés, il n'y a pas de problème, le vent passe sur les côtés, arrache le sable et étire la dune, et c'est en particulier ce mécanisme-là qui explique la forme en croissant. Une petite dune ici, et une grosse dune là. Celle-ci elle avance plus vite que celle-là, et donc celle-ci va rentrer en collision avec celle-ci. Et les collisions entre dunes, donc c'est deux tas de sable qui rentrent en collision, mais c'est pas d'un phénomène extrêmement simple. On pourrait penser par exemple que celle-ci va juste fusionner avec celle-là. Et en fait non, pas toujours. La dune qui est en amont ici, elle va découper littéralement la dune qui est en aval en deux parties, et ce qui va créer deux dunes. C'est des phénomènes qui sont extrêmement compliqués. Et en fait, c'est notamment ces phénomènes-là qui expliquent que la dune toute seule et l'assemblée de dunes, ça n'a strictement rien à voir. Parce que ces phénomènes-là, c'est des phénomènes qui sont extrêmement violents, qui redistribuent le sable, qui changent la forme des dunes, qui peuvent couper des dunes, et donc qui vont faire en sorte que le comportement global du champ va être quelque chose de totalement nouveau. Est-ce qu'on peut constater, à partir des résultats qu'on a sur Terre, par exemple, le même type de résultats sur Mars ou dans les fonds marins, par exemple? L'avantage de cette structure, donc de cette forme de la Barkhane, c'est qu'on la trouve partout. On la trouve sur Terre dans les déserts, on la trouve au fond des océans. On sait qu'il y a des Barkhanes sur Mars, on les a vues, on les a mesurées, on sait où elles sont. On suppose, on a des doutes, mais on suppose qu'il y en a aussi sur Vénus et éventuellement sur Titan. C'est qu'en fait, on sait quel type de climat, quel type de régime de vent génère des Barkhanes. Du coup, si on voit des Barkhanes, on peut en déduire comment le vent se comporte à cet endroit-là, sur cette planète. Donc là, on a de la géophysique, mais mon directeur de thèse notamment travaillait sur tout ce qui est vol d'oiseaux, troupeaux, modèles de foule humaine, etc. etc. Ça marche aussi avec tout ce qui est étude de la matière en elle-même, parce que la matière, c'est rien d'autre qu'une assemblée d'atomes. J'ai pas l'impression que les scientifiques soient plus amateurs de virtuosité. On est peut-être plus analytique, c'est-à-dire qu'on sait peut-être plus pourquoi on aime telle ou telle chose. À part la musique, tu as d'autres... J'essaie d'écrire, je suis totalement un amateur de d'écrire un peu, mais quand on est fatigué de faire de la recherche, on est aussi fatigué pour écrire.
Et ton travail scientifique influence donc ton travail Forcément. littéraire. Forcément. La manière dont on fait de la science influe sur la manière dont on voit le monde. Et donc forcément, la manière dont on voit le monde influe sur la manière dont on écrit. L'imagination, la créativité, elle fait partie intégrante de la recherche. Je pense pas qu'on puisse faire de la recherche efficacement sans aucune imagination. Je ne vois pas comment c'est possible. Donc l'intelligence scientifique, c'est pas un frein à la création Au contraire, artistique je pense que les deux se nourrissent en fait. Le côté scientifique va apporter de la rigueur, de la logique, une espèce de cadre éventuellement qui va pouvoir soutenir ou qui va diriger peut-être éventuellement, mais l'imagination est là pour remplir les trous, pour amener un peu de chair et un peu de vie en fait à ce qu'on fait. Épatant le Mathieu, clair et précis. C'est quelqu'un qui voit beaucoup plus loin que le bout de son petit nez. J'ai apprécié sa façon de joindre l'imagination à la science, mais aussi de voir au-delà de l'étude des champs de Barkhane. Il possède de vraies convictions et n'a pas peur de les défendre. Je devrais faire la liste de mes convictions. Et peut-être y verrai-je plus clair dans ce qui me tient à cœur de réaliser. Je commence à comprendre ce qui pousse un doctorant à aller jusqu'au bout de cette aventure. Impensable pour la plupart, mais pas mission impossible, quand, comme Mathieu, on regarde au loin, dans le temps et son hasard qu'il nous réserve.